Euh, Laissez-moi donc maintenant introduire un duo, Adrien Big et Emma Serbe. Emma Serbe est donc élève à l'ENS-ULM, master d'espagnol à Sorbonne Université, et son mémoire va porter sur la poésie sévillane du XVIe siècle. Elle s'intéresse avant tout à la littérature, aux littératures européennes du Moyen Âge et à la Renaissance, notamment germanique, espagnole et aux poètes néo-latins. Adrien Big est membre de Tolkien Deal et étudiant à l'ENS Paris-Saclay en licence d'anglais. Il a un intérêt tout particulier pour l'histoire britannique et la littérature, notamment pour Shakespeare et Tolkien. Et je les laisse commencer. Simplement à préciser que nous ne sommes pas spécialistes de Tolkien, que je ne suis pas du tout angliciste et que voilà, je suis une germaniste qui fait de l'espagnol en ce moment, donc soyez gentils, merci. Euh, donc nous allons vous parler du textile et du motif du tissage dans Le Seigneur des Anneaux. Donc nous nous sommes concentrés sur Le Seigneur des Anneaux parce que c'est un sujet qui est déjà très vaste. À notre connaissance, n'a pas trop été traité jusqu'à présent. Euh, le textile chez Tolkien a été évoqué de façon épisodique, mais jamais traité euh, de manière plus systématique. Donc, nous ne prétendons pas faire quelque chose d'exhaustif, simplement, parce que nous n'avons pas le temps d'être exhaustif, mais simplement présenter quelques pistes de recherche, faire quelques classifications qui pourront éventuellement servir aux futurs chercheurs intéressés par le sujet. Alors, le motif textile est un motif bien connu dans la littérature, déjà depuis les Grecs, bien sûr, on pense à Homère, à l'Odyssée, mais le textile comme métaphore de la parole et plus particulièrement comme métaphore poétique apparaît chez Pindare dans la troisième Néméenne. Donc, exufaine, glucea, kai, todautica, formings, ludiae, sun harmoniae, donc la traduction est affichée normalement. Voilà. Et ensuite de Pindare, on passe à bien d'autres références et beaucoup d'intertextualité textile durant l'Antiquité et le Moyen Âge. Exactement. Alors, dans l'Antiquité, la métaphore du texte comme textile euh, admet sa plus fameuse illustration avec Ovide et Arachnée dans les Métamorphoses. Mais c'est véritablement au Moyen Âge qu'elle devient extrêmement développée chez plusieurs poètes qui en font leur marque de fabrique. On pense notamment à Rabandour, mais aussi à Venance Fortuna. Et pour rattacher tout cela à Tolkien, l'importance du textile comme objet concret, mais aussi comme motif littéraire, se voit particulièrement dans Beowulf, où l'un des objets qui revient le plus souvent est la cotte de maille, qui est soit sous le terme de Burn, soit sous celui de Ricket. Et en fait, la métaphore textile apparaît dans beaucoup de poèmes anglo-saxons et de vieil anglais. Et cet héritage mental, en fait, il perdure dans le Seigneur des Anneaux. Tout simplement, ne serait-ce que dans le Seigneur des Anneaux, il y a une occurrence parmi d'autres qui est Aragorn qui dit à Albarad que désormais, qui lui dit en fait, ça woven together. Alors, ici, on a utilisé le texte original tout simplement parce que la traduction de Daniel Lauzon reprenait la connotation liée des destins qui évacue le tissage, mais sinon, dans le reste de l'intervention, nous utiliserons évidemment la traduction de Daniel Lauzon. Et donc ici, nous chercherons à montrer la manière dont la réappropriation des motifs textiles et de la métaphore textile nourrit la puissance poétique et dramatique de l'œuvre de Tolkien, enfin du Seigneur des Anneaux en l'occurrence. Nous nous intéressons d'abord au textile en tant qu'il est un objet concret, qui permet de caractériser les personnages et de merveiller. Nous nous intéresserons ensuite aux trois objets textiles autour desquels se cristallise notamment l'histoire et qui actualisent de la manière la plus claire la métaphore entre film narratif et concret. Donc, ces trois types d'objets, ce sont les capes de la Laurienne, l'étendard d'Aragorn et l'étoile d'Araigne. Et nous verrons en dernier lieu que le tissage permet de créer une image de la narration.
dans un groupe métal littéraire. Alors, le textile sert tout d'abord à caractériser l'univers. C'est le textile, on parle du textile ici comme objet concret, comme artefact concret qui intervient dans l'histoire et dans la narration. Les textiles, principalement sous la forme de vêtements, mais pas exclusivement, permettent tout d'abord de caractériser les personnages, en particulier d'indiquer leur degré de fréquentabilité, de civilisation, dès qu'ils sont présentés au lecteur. La nature des références au textile dans le Seigneur des Anneaux, quand il s'agit des vêtements, est donc de trois sortes en général. Ce sont soit des indications sur la couleur des vêtements qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'identifier des groupes, en particulier des groupes plus ou moins politiques. L'état du vêtement qui peut être magnifique et finement ouvragé comme les vêtements des elfes, ou au contraire être dégoûtant et il s'agit plutôt de haillons quand il s'agit des orques. Et enfin, du type de vêtement qui est précisé, donc soit une cape, soit une tunique, soit un surcot, il y a pas mal de termes différents qui sont employés. En général, ce qui est intéressant, c'est que seuls les vêtements extérieurs sont décrits. Donc on a le manteau, ou en tout cas la cape, ou le vêtement qui se met par-dessus les autres vêtements. Et ça nous indique bien que le vêtement et le textile, dans ce cas, ça va construire la première impression que l'on a du personnage, comme dans la littérature médiévale où le vêtement est un indicateur du statut du personnage. Donc, je vais rapidement évoquer quelques exemples de personnages et de groupes de personnages qui ont des vêtements caractéristiques sans prétendre tous les énumérer. Les hobbits, par exemple, ont des vêtements colorés, simples mais soignés. Dans la préface du Seigneur des Anneaux, Tolkien, dans le passage assez connu, les décrit. On apprend que les hobbits sont de bons artisans, qu'ils savent à peu près faire des vêtements, ils ne font pas de chaussures, mais ils font des vêtements. Donc c'est un peuple civilisé, bien que moins raffiné que les elfes. Et encore une petite particularité, le vêtement des hobbits s'inspire du costume du XVIIIe siècle. On le voit dans le passage où Tolkien mentionne le gilet brodé de Bilbo, qui ressemble beaucoup à les gilets brodés qui se portaient au XVIIIe siècle. Les elfes ensuite sont l'autre peuple auquel on pense immédiatement quand on pense à un artisanat textile, et de fait ce sont eux qui tissent les artefacts textiles les plus précieux dans le Seigneur des Anneaux. Pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est que, à part pour quelques exceptions, donc Arwen est décrite, il y a une description assez connue des vêtements d'Arwen, mais à part ça, les elfes sont décrits d'un point de vue textile de manière assez allusive, parce que leur nature entièrement positive peut être déduite entièrement quand on voit leur air. On voit qu'ils sont très beaux, qu'ils sont très mystérieux, on voit qu'ils sont à l'écart, qu'ils se distinguent des autres peuples. Mais on n'a pas vraiment d'indication sur le vêtement des elfes en général, plutôt un air que des indications textiles. Donc par exemple, Galadriel et Celeborn sont vêtus de blanc, mais on n'en sait guère plus. Mais on sait que le tissage est une activité qui est pratiquée par les dames elfes de haut rang, à la fois Galadriel et Arwen, on en reparlera. Pour les hommes, donc je ne vais pas parler de tous les hommes parce que ce serait trop long, mais leurs vêtements se caractérisent par leur variété en fait, parce que les hommes peuvent être bons ou mauvais. Dans ce cas, le textile peut être positif ou négatif, c'est plutôt les couleurs dans ce cas-là qui indiquent l'affiliation politique ou au bien ou au mal. Je vais parler quand même des cols de mailles portés par les Rohirrim, parce que c'est une référence assez intéressante qui nous renvoie directement à Beowulf, parce que les Rohirrim ont une culture qui est essentiellement anglo-saxonne, donc leur tenue évoque celle des héros des poèmes anglo-saxons, dont Beowulf est l'exemple le plus emblématique et qui a été largement traité par Tolkien. Donc cette cotte de mailles, j'ai une référence à Beowulf, renvoie au Moyen-Âge bien sûr, mais aussi c'est un vêtement qui a un statut ambigu parce qu'elle est entre le vêtement tissé et la tenue de combat. Pour les cottes de mailles, il me semble qu'on peut parler de tissage de la cotte de maille, même si ce n'est pas un tissu fait sur un métier à tisser. Et de fait, le terme cotte dans la terminologie médiévale désigne simplement la tunique. De nos jours, ça s'est décalisé en cotte de maille, mais la cotte, c'est une tunique au Moyen-Âge. Et dans Beowulf, on voit qu'il ne s'agit pas tant de tenue tissée qu'entrelacée, mais elle est entièrement assimilée au textile. Donc on le voit dans cet extrait, sa tunique de guerre tissée par des mains expertes, ample et chatoyante, donc elle est vraiment décrite comme un textile, donc c'est un vêtement qui a un statut textile à part entière.
Et l'absence de vêtements, je vais rapidement aller vite pour avancer. L'absence de vêtements tissés est la marque des personnages non civilisés qui faisaient un rôle positif ou négatif. Donc on pense évidemment aux orques qui ont des vêtements en cuir. Je pense qu'on n'a pas de citation. Si, on a une citation magnifique. Donc les orques ont des vêtements en cuir, donc qui ne sont pas tissés, ce qui les indique qu'ils sont à l'écart de la société des elfes et des hommes. Dans un deuxième temps, lorsqu'on songe au textile qui caractérise le monde de Tolkien, on peut voir qu'il permet, en plus des personnages, de caractériser les différents degrés de merveilleux. Ici, j'ai mis un passage assez célèbre où, en fait, lorsque les Galadrim offrent les capes elfiques à la fraternité de l'anneau, alors, d'une part, les capes sont évidemment tissées, et on voit qu'elles ressemblent à quelque chose de mystérieux, presque de magique, il n'est pas facile d'en dire la couleur. Elles ont cette 11 degrés qui paraissent sous les arbres au crépuscule, mais si on les bouge ou qu'on les met sous un autre éclairage, elles se revêtent de vert, comme les feuilles à l'ombre, ou de brun, comme les guérets la nuit, etc., etc. Ce qui est très intéressant dans cette citation, c'est qu'en réalité, elle permet de montrer quels sont les différents degrés de merveille dans l'œuvre de Tolkien. Puisque à la vision de ces capes, les hobbits, qui sont eux-mêmes des êtres merveilleux et imaginaires, sont surpris. Ainsi, Pipin demande « Ces capes sont-elles magiques ?» Et l'un des elfes avoue je ne sais pas ce que vous entendez par là, ce sont de beaux vêtements d'un bon tissu car il a été fait ici, ce sont certainement des habits elfiques si c'est ce que vous voulez dire. » Et ainsi, comme le remarque Vincent Ferré dans le chapitre Tolkien et le Moyen-Âge ou l'arbre et la feuille, qui est contenu dans l'ouvrage La trace médiévale et les écrivains d'aujourd'hui, cette surprise de Pipin est assez simple, montre en fait les différents degrés de merveilleux qu'il y a dans l'œuvre, puisque ainsi Pipin devient presque un double du lecteur qui est lui-même surpris par les objets qui lui sont décrits, et cette différenciation des degrés merveilleux se fait ainsi par le textile. Et pour montrer d'autre part l'importance du textile dans la caractérisation du monde, dans la prière à Varda, qui est également célèbre et que j'ai reproduit ici en elfique, on remarque l'épithète Galadrimin et Norat que Tolkien lui-même, dans l'Impadis traduit par Tree within the lands of Middle-earth. Et donc, alors d'une part, c'est assez intéressant de voir qu'il associe à la fois la figure de l'arbre, qui bien sûr lui est très chère, mais qui lui associe la figure du textile. Et cette conjonction des arbres et du textile, on la retrouve à d'autres moments du texte en fait. Lorsque Aragorn mentionne l'histoire de Lúthien en chanson, celle-ci se déplace dans la traduction de Lauzon, je cite, sous un haut plafond d'entrelacs. Et donc, pareil, à un autre moment du texte, dans les deux tours, Tolkien parle de branches enchevêtrées. Enfin de branches entretissées même. Et donc ainsi, le fait qu'à plusieurs moments du texte, Tolkien lit ainsi textile et arbre, ça permettrait presque c'est presque caractéristique de ce que George Lakoff et Mark Johnson, dans un ouvrage fondateur de la linguistique cognitive, ont appelé des conceptual metaphors, ce qu'en français Jean Taillardat a traduit par des matrices métaphoriques. C'est-à-dire que ce sont des réseaux de métaphores qu'on associe souvent et par lesquels on caractérise souvent certaines opérations, et qui, en fait, ces conceptual metaphors, elles permettent en fait de façonner notre compréhension du monde extérieur, et c'est à travers ces métaphores-là qu'on pense. Et dernière remarque pour clore cette partie, qui tient en fait à propos de l'Yggdrasil et des nornes. Alors les nornes, ce sont ces divinités, alors il y en a plusieurs, mais les trois principales, vous voyez leur nom. Les trois principales, elles sont sous l'arbre Yggdrasil, donc l'arbre du monde, et il n'y a aucun texte
au grain de texte qui atteste explicitement qu'elle file ou qu'elle tisse le destin, mais elles sont souvent représentées comme ça dans les traditions, notamment picturales, et ce sont peut-être des traditions qui ont pu inspirer Tolkien, puisqu'on voit là dans la mythologie nordique vraiment un lien assez clair entre le textile et la figure de l'arbre. Nous allons maintenant passer à la partie qui s'intéresse aux trois objets textiles autour desquels s'articule véritablement l'histoire. Donc, le premier de ces objets, et bien sûr ils sont tous très connus, mais je ne vais pas dire que c'est un des plus connus parce que les trois sont tout aussi connus. Mais en tout cas, c'est le premier objet textile très important que l'on rencontre dans l'histoire. Ce sont donc les capes de la Laurienne, et qui symbolisent bien le tissage entre les fils de la cape et les fils narratifs. C'est un objet qui accompagne les héros un peu partout dans leurs aventures et qui constitue une sorte de fil rouge littéralement entre les personnages, quel que soit leur destin ou leur aventure, parce qu'on sait que Frodo garde sa cape elfique par-dessus ses vêtements d'orque au Mordor, donc il s'emmitoufle dans sa cape, il met une ceinture par-dessus, tandis que Pippin a l'autorisation de garder sa cape elfique par-dessus son uniforme à Minas Tirith. Donc tous les personnages gardent cette cape tout au long de l'histoire. Et l'idée d'avoir un vêtement pour lier un groupe a pu être inspirée à Tolkien par Beowulf, où Hrothgar est présenté comme le chef des Danois à cotte de maille. C'est un objet ambigu, c'est un objet de prestige évidemment, qui a été tissé par Galadriel et ses suivantes, qui a un air magique. Pourtant, ce côté magique est très ambigu, comme Adrien l'a évoqué, les elfes récusent ce qualificatif. Donc ces caractéristiques sont sa couleur indéfinissable, sa forme insaisissable. On peut voir un parallèle avec les textiles féeriques du roman français médiéval, parce qu'en général, dans ces romans, le textile peut être réalisé par des créatures magiques, donc par des fées en l'occurrence, ou par des créatures inaccessibles, des reines du temps jadis, ou même des oiseaux, toujours dans le roman de Guillaume de Dole que j'ai en citation. Et ce sont des textiles qui sont présentés avec une certaine distance. En fait, ils sont décrits très précisément, comme c'est le cas pour les capes de la Laurienne, dans un passage assez connu où Tolkien décrit vraiment leur couleur et qu'on avait présenté avant. Mais on ne saurait pas vraiment se les représenter. On les décrit, on sait qu'elles sont exceptionnelles, mais on ne pourrait pas vraiment se les figurer dans la vraie vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est une cape présentée parfois comme une cape d'invisibilité imparfaite, parce qu'elle ne rend pas invisible, elle camoufle plutôt. C'est un textile tout-terrain aux propriétés mystérieuses. Sam, en tout cas, lui attribue des pouvoirs protecteurs quand il est au Mordor. Il dit que cette cape va protéger Frodo mieux que n'importe quel autre vêtement. Et ce qui est intéressant, du point de vue de l'enchevêtrement textile et narration, c'est que nous percevons la cape au travers du regard des autres personnages. Donc, en l'occurrence, Pippin qui fait une remarque sur le côté magique de la cape, ou Sam qui affirme que c'est une cape qui a des pouvoirs protecteurs, mais dans les faits, on n'en sait rien. Donc c'est une présence textile qui est conditionnée par le tissage qu'est la narration, car c'est à travers le regard des protagonistes que l'on observe les capes. Ensuite, il y a l'étendard d'Aragorn, l'étendard tissé par Arwen pour Aragorn, qui est l'élément textile central du retour du roi. Il symbolise l'accomplissement de la mission d'Aragorn et annonce l'achèvement de l'ouvrage tissé qu'est la narration. Ainsi, le déroulement de la narration et le déroulement textile au sens littéral du terme coïncident, parce que lorsqu'Aragorn reçoit l'étendard, lorsqu'il déroule l'étendard, il s'affirme comme roi au moment même où cet étendard est présenté. Donc cet étendard déroule littéralement le fil dramatique. Il s'agit, comme pour les capes de la Laurienne, d'un ouvrage tissé d'origine elfique, puisqu'il a été réalisé par Arwen. Et il n'a pas de pouvoir magique à proprement parler, mais il possède les caractéristiques des tissus elfiques les plus précieux. Donc c'est un ouvrage, un étendard qui est finement ouvragé avec des gemmes et toutes sortes de fils d'or et de mithril. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un étendard qui est séparé des autres étendards, parce que pour le décrire dans le texte original, Tolkien utilise le terme standard, alors que pour décrire les autres étendards, il utilise le terme banner. Donc pour le roman, par exemple, il parle de bannière, mais pour Aragorn, c'est un étendard. Donc on montre bien que c'est un textile particulier. Il y a une séparation d'ordre sémantique, en plus du fait que c'est un objet qui est littéralement précieux, qui est orné de pierreries et de fils d'or et de mithril.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ici aussi, comme pour les autres textiles elfiques, on retrouve la distanciation qui semble caractériser le textile magique dans la littérature médiévale, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il a été réalisé. En l'occurrence, on sait qui l'a réalisé, c'est Arwen, mais la distanciation a lieu parce qu'on ne sait pas vraiment comment il a été fait. Parce que Tolkien n'utilise pas le terme tissé, il utilise le terme vague wrought en anglais, qui indique une activité d'entrelacement de fils, on ne sait pas vraiment comment ça a été fait. Et ça peut nous faire penser à la hiérarchie médiévale entre le tissu et la broderie, parce que l'activité textile était vue comme quelque chose d'un peu utilitaire, alors que la broderie était perçue comme une activité plus noble qui avait une fin purement ornementale. Et donc je peux renvoyer au passage qu'on avait cité du roman de Guillaume de Dole, où Jean Renard, l'auteur, insiste bien sur le fait que le tissu fait par les faits était fait entièrement à l'aiguille, donc sans métier. C'est une sorte de dentelle, on ne sait pas trop ce que c'est parce que la dentelle n'existait pas au Moyen-Âge, mais en tout cas c'est une activité textile qui est très particulière. Et il y a bien sûr une référence à Beowulf qui est très importante parce qu'on pense au trésor du dragon quand Beowulf a terrassé le dragon, donc il y a une description tout à la fin du poème de ce trésor. Et l'étendard, il y a un étendard doré, donc vous avez la citation qui domine littéralement le trésor et qui est décrit avec minutie. Et on peut voir une référence à cet étendard dans Beowulf, et c'est une référence qui est très intéressante parce que dans le trésor du dragon, l'étendard est vraiment la pièce maîtresse, alors que dans le reste du poème, en général, les cadeaux, les échanges de cadeaux ou les objets de prestige sont plutôt des armes, des épées, des casques, des cottes de mailles, et pas tellement des objets textiles à proprement parler. Ce n'est qu'à la fin qu'on a cette bannière qui prend toute son importance. Et de même, dans Le Seigneur des Anneaux, on peut dire qu'à la fin de l'histoire, l'étendard d'Aragorn supplante les autres artefacts qui signifient son statut royal, comme Andúril. Ce n'est plus tant la guerre qui importe que la perspective plus rassurante du retour de la stabilité politique qui se cristallise autour du retour du roi. Le troisième de ces objets, c'est évidemment les toiles d'araignée, alors qui s'inscrivent peut-être plus que n'importe quel autre objet dans l'œuvre de Tolkien, plus que n'importe quel autre objet textile en tout cas, dans un héritage antique. Alors, si on en croit Jesper Svenmoret, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la métaphore du textile et dont je donnerai la référence exacte en fin de diaporama. Ah non, elle est là, parfait. En fait, l'araignée, elle représente véritablement une pierre angulaire dans cette métaphore du textile, puisque les Grecs avaient associé l'araignée au tissage, ils avaient également associé la poésie au tissage, donc évidemment ils ont associé l'araignée à la poésie, de manière par transitivité. L'incarnation la plus célèbre de cette métaphore, c'est évidemment la figure d'Arachné, qui nous vient des Métamorphoses. Alors, si jamais il y a des latinisants dans la salle, je vous ai mis les vers traduits dans la dernière traduction des Belles Lettres par Olivier Serre, les quelques vers de la Métamorphose. En réalité, Arachné, c'est une figure qui a énormément de postérité. Comme on le voit sur cette illustration du purgatoire de Dante, en fait, lorsque Dante remonte vers le paradis en passant par le purgatoire, il rencontre Arachné. Donc c'est une figure qui a eu énormément de postérité, non seulement pour le destin du mythe, une femme qui s'appelait donc Arachné, qui a osé défier Minerve à un concours de tissage, mais non seulement pour le tragique du mythe, mais aussi et surtout pour la métaphore de la création littéraire qu'il renferme. Donc l'araignée a une grande postérité dans cette métaphore-là. Simplement, comme l'a fait remarquer Plutarque dans De l'intelligence des animaux, l'araignée est une tisseuse imparfaite. En fait, son tissu n'est qu'une trame, ce n'est pas une trame et une chaîne. Donc elle a un tissage un peu vicié, un peu dévoilé. Et au Moyen-Âge, cela a conduit beaucoup de commentateurs à voir en l'araignée une figure diabolique, ce qui est assez pratique justement pour Tolkien, puisque cela permet de renforcer l'aspect diabolique, oui, d'araigne. Ce qui prouve que le tissage de l'araignée
même chez Tolkien, est vicié, c'est que lorsque Sam essaye de couper les toiles d'araignée, je cite, Sam frappa de toutes ses forces, et enfin une corde, une seule parmi la multitude, vint à se rompre, et elle frisa et claqua dans l'air en tournoyant. L'une des extrémités cingla la main de Sam, et il cria de douleur, reculant alors et pressant sa main contre ses lèvres. En fait, dans ce passage, la corde a presque l'air de se défendre elle-même. Elle est presque investie d'une volonté, ce qui montre pas la vertu diabolique donc, mais la composante diabolique de ces toiles viciées que sont les toiles d'araignée, que Tolkien revisite à travers la figure d'araignée. Et enfin, en fait, d'un point de vue plus méta-littéraire, le tissage apparaît évidemment comme une image de la narration au sein du Seigneur des Anneaux. Et alors, le premier élément sur lequel je m'appuierai, c'est une chercheuse qui s'appelle Marianne Kleibeyer, dont je vous ai mis la référence du mémoire de thèse, qui a remarqué que dans Beowulf, il y avait un entrelacement thématique entre le fil épisodique et le fil narratif avant chaque épisode important dans le cheminement de Beowulf. Un épisode antérieur lié à Hygelac est rappelé à travers des chansons, etc. Et l'entrelacement entre les fils épisodiques et narratifs permet de garantir la tension au sein de l'œuvre. Alors évidemment, cet entrelacement n'est pas aussi efficace dans le Seigneur des Anneaux, puisque le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus long que Beowulf, et donc la tension n'est pas aussi forte. Mais on voit quand même quelques occurrences de cet entrelacement. Lorsque Frodo décide au Conseil d'Elrond d'être le porteur de l'anneau unique, le chapitre juste avant, Bilbo compose un hymne qui parle du voyage des Arendil. Frodo peut être rapproché des Arendil en ceux-là qui font une mission suicide où ils doivent traverser des contrées réputées infranchissables. Peu avant d'arriver à Imladris, Aragorn, l'histoire de Beren et Lúthien, le parallélisme entre Aragorn et Arwen et Beren et Lúthien, je pense que je n'ai pas bien explicité. Il y a aussi deux autres occurrences assez notables de cet entrelacement. Juste avant de trouver la tombe de Balin, littéralement 2 ou 3 pages avant, Gimli, il chante la gloire du royaume de Durin, puis son déclin. Donc ça permet de renforcer la dramaturgie de la découverte de la tombe par le contraste. Et ce renforcement de la dramaturgie par le contraste, il est aussi présent dans les deux tours, puisque juste avant de rencontrer un Théoden très, très affaibli, Aragorn, au moment d'entrer dans Edoras, il chante la gloire et la vigueur guerrière d'Eorl. Je vais finir très rapidement parce que nous n'avons plus bien de temps. En tout cas, juste pour dire que le tissage du destin des personnages, le tissage de l'histoire de la Terre du Milieu est un motif très important dans Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, la citation emblématique, c'est Aragorn qui dit à ses compagnons « Now our fates are woven together ». Donc, on avait dit que la traduction ne rendait pas le côté textile, mais c'est vraiment les destins qui sont tissés ensemble. Et ce lien qui unit les membres de la fraternité de l'anneau et qui unit le câble de l'anneau est déjà évoqué. Cependant, l'image du textile peut aussi servir à désigner quelque chose de négatif, donc elle n'est pas entièrement positive. On a l'image à plusieurs reprises de Sauron qui tisse des ombres autour de lui. J'ai la citation en anglais, désolé. They are called the veils of shadow that Sauron wove about himself. Donc c'est vraiment Sauron qui fabrique des toiles de ténèbres autour de lui. Donc on a évoqué les Norns qui sont assez ambigus dans la mythologie nordique parce qu'on n'a pas vraiment de référence. En tout cas, les parcs sont bien des divinités qui filent et qui tissent, qui ont pu inspirer Tolkien. Et on a un rapprochement à faire bien sûr avec la Vala Faere qui tisse le destin des hommes, qui fait des tapisseries qui représentent le destin des hommes. Pour revenir très rapidement au roman médiéval français que j'avais évoqué, il y a des études qui ont été faites, on aura les références en biographie, sur le roman d'Énéas, qui montre que dans le roman d'Énéas, quand on a des fées qui tissent, ou en tout cas des dames nobles qui tissent des vêtements exceptionnels, elles sont représentées par le terme latinisant de sorores, qui renvoie au parc, parce que sorores ne se disait plus même au XIIe siècle.
Ensuite, donc ça c'est pour le roman français. Ensuite, dans les sagas islandaises, on peut rapidement dire que la métaphore du tissage est employée en particulier en contexte guerrier pour symboliser le destin des héros. Donc par exemple, on sent des femmes tissées pendant ou à l'approche de bataille comme Gudrun dans la saga, ou encore dans l'Orkneyja saga, on pensait à Sigurd qui part à la guerre avec une bannière tissée par sa mère, qui est une bannière maudite, mais bon, Tolkien ne réutilise pas forcément toutes les implications du textile présentes dans ses sources médiévales. Donc c'est encore un domaine qui mérite d'être mentionné brièvement. Et bien sûr, Arwen est une figure d'héroïne qui tisse en temps de guerre, comme dans les sagas islandaises. Donc pour conclure rapidement, on peut dire que le tissage dans le Seigneur des Anneaux permet d'illustrer et de répondre aux besoins de la narration, en ce qu'il définit le cadre de la Terre du Milieu et qu'il interroge le lecteur par rapport au merveilleux. Il pousse le lecteur à mettre en question sa propre relation au merveilleux, comme le font les personnages. Les principaux artefacts cités dans le Seigneur des Anneaux, donc les capes de la Laurienne, l'étendard d'Aragorn et l'étoile d'Arène, symbolisent littéralement et métaphoriquement les fils narratifs de l'histoire, car ils accompagnent les événements les plus importants, et ils nous indiquent le rapport au textile des différents protagonistes dans la manière où ces objets textiles sont perçus et utilisés. Ils révèlent la manière en particulier que Tolkien a de se réapproprier les motifs textiles médiévaux. Et donc, cette réappropriation se retrouve, en plus des objets, dans la structure même de l'œuvre qu'on pourrait qualifier de tissé, comme on l'a vu avec ces chants qui annoncent, comme les entrevêtements des fils d'une toile, le futur, et qui soulignent la structure tissée de l'œuvre. Et cet entrelacement, qui donc s'inscrit dans une longue tradition narrative, caractérise le dessin des personnages. Merci.